Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à Bonjour. tous et bienvenue à notre webinaire Que faire en cas d'arnaque en ligne. Vous êtes vraiment particulièrement nombreux aujourd'hui à participer, nous en remercions. Puisque tout le monde est là à l'heure, on va commencer tout de suite. Je suis Claire Fromentin, directrice de l'Association des assurés d'April, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Solène Gringor. Bonjour Solène. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, qui est juriste chez notre partenaire Solucia, et Mathilde Desmaris. Bonjour Mathilde, Bonjour à tous. qui est chargée de gestion à l'association et qui sera notre modératrice aujourd'hui. Alors, tout d'abord, quelques mots d'introduction sur l'association des assurés d'April. Alors, vous avez reçu en fait une invitation par mail, car vous êtes tous assurés par un contrat santé géré par April. Et vous êtes devenus membre de l'association des assurés en souscrivant votre contrat. Alors, à quoi sert l'association? Eh bien, elle a notamment pour mission de vous aider au quotidien et elle propose différents types de soutien. Et parmi ces soutiens, nous avons un soutien juridique. Ce soutien juridique, il est accessible à tous les membres et il est gratuit. Il comporte trois parties. Une partie de renseignement juridique que nous allons voir aujourd'hui, une partie de protection juridique et enfin une aide administrative. Et c'est dans le cadre de ce soutien juridique de l'association que nous vous proposons un cycle de webinaires consacré à des sujets juridiques. Vous retrouverez tous les détails du soutien sur notre site internet à la rubrique Vous soutenir. Alors, quelques précisions techniques avant de laisser la parole à Solène. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 13h45. Le webinaire est enregistré, mais votre anonymat est entièrement préservé et vos coordonnées n'apparaissent pas dans l'enregistrement. Le replay et la présentation vous seront envoyés par mail. Ils vous seront également disponibles sur notre site internet dans quelques jours. Cette conférence est au format webinaire. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole oralement, vous êtes trop nombreux, mais vous pouvez poser des questions par le système de Q&R, Q et R que vous avez en bas de votre écran avec le petit symbole Q et R. Vous pouvez poser des questions. Mathilde les recevra et les transmettra, le cas échéant, à Solène. Maintenant que vous êtes bien installés, reprenons donc notre thématique du jour. Alors, je pense que vous êtes tous en période d'achat pour les fêtes de fin d'année ou le Black Friday. Et c'est pourquoi nous pensions que ça serait une bonne idée de partager avec vous, en fait, quels sont vos droits lorsque vous avez subi une arnaque en ligne. Solène travaille depuis plusieurs années avec notre partenaire du soutien juridique sur la partie justement renseignement juridique et elle traite au quotidien ce type de dossier. Donc, elle connaît bien ces sujets. Solène, je vous passe la parole. Bonjour. Donc oui, je suis juriste chez Solucia Protection Juridique depuis 4 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un webinaire pour lorsque vous êtes victime d'une arnaque en ligne spécifiquement. Je vous laisse passer les slides. Voilà, parfait. Voilà. On a mis quelques chiffres en introduction. Donc, un Français sur trois a déjà eu un litige de consommation 2024, selon la DGCCRF. Donc, c'est quand même la majorité de nos litiges. Les principaux secteurs touchés sont les achats à distance, 35%, les abonnements, 24%, les services à domicile, 15%. La moyenne financière des litiges est de 800 euros. Sachez que chez nous, dans notre société, les litiges en consommation, c'est au moins un tiers. C'est vraiment ce qu'on a le plus. Donc là, on va voir spécifiquement donc, les achats en ligne, mais je dirais que c'est la moitié de tous nos litiges en droit de la consommation. C'est donc très courant et vous invitez donc tous les adhérents à appeler en cas de, justement de problème, parce que vraiment Exactement. c'est quelque chose qui touche, on va le voir, tout le monde, hein. Qui touche tout le monde, tous les âges et tous les secteurs, tout à fait. Donc là, l'objectif du webinaire, c'est d'essayer de comprendre vos droits, voir comment vous pouvez les faire respecter, identifier les différents types d'arnaques et puis nous, comment on peut vous aider dans le cadre de cette arnaque. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler les droits que vous avez, vous, en tant que consommateur. Donc, je vais vous expliquer deux droits qui existent dans le Code de la consommation et un qui existe dans le Code civil. D'accord? Un peu pour vous expliquer, le Code de la consommation, il s'applique spécifiquement pour les particuliers lorsque vous concluez un contrat avec un professionnel. D'accord? Donc, c'est pas de particulier à particulier, c'est pas de professionnel à professionnel, c'est lorsque vous, par exemple, vous allez à Leroy Merlin pour refaire votre cuisine tout seul. Là, c'est de particulier à professionnel.
d'accord? Le code civil, lui, s'applique à tout le monde, peu importe, d'accord? J'insiste là-dessus parce que le code de la consommation a été créé spécifiquement pour être encore plus protecteur auprès des particuliers, donc des consommateurs, alors que le code civil peut s'appliquer à tous les différents types de contrats, d'accord? Donc là, on va commencer par un des articles du droit de la consommation qui s'appelle le droit de la rétractation. Donc c'est l'article L221-18 du Code de la consommation. Donc c'est la faculté que vous avez dans un délai de 14 jours à partir, donc soit la conclusion du contrat, si c'est une prestation de service, soit de la réception du bien, si c'est l'achat d'un bien, de pouvoir se rétracter après le délai de 14 jours. D'accord? Sachez que en pratique, souvent, ils indiquent le délai de 30 jours. Mais légalement, alors souvent on est tellement habitué à ce délai de 30 jours que en fait on a l'impression qu'à chaque fois qu'on achète un achat en ligne, on a ce délai de 30 jours. Sachez que non, la loi c'est 14 jours, mais souvent ça pousse à 30 jours. D'accord? Donc le point de départ, donc c'est ce que je vous disais, contrat de prestation de service, c'est le jour de la conclusion du contrat. Par contre, si vous achetez un bien, c'est le jour de la réception du bien. Si vous achetez un colis où il y a plusieurs biens et qui n'arrivent pas en même temps, c'est évidemment la réception du dernier bien qui compte. Euh, Donc, vous donnez l'exemple, oui, pour l'ordinateur. Oui, Donc, tout à fait. acheter le Le 5 et 5 retour septembre, possible jusqu'au 19 inclus, hein, c'est ça. exactement. L'article L221-19, donc suivant du Code de la consommation, indique que le premier jour n'est pas compté. Ça court toujours le lendemain. Et si ça tombe un jour férié, un samedi, un dimanche, évidemment, ça repart le lendemain. D'accord? D'accord. C'est des jours qui ne sont pas comptés. Alors, j'attire votre attention sur une exception qui est très courante, hein. C'est lorsque vous achetez un bien ou une prestation de service, hein, donc, refaire une cuisine par exemple, lors des foires. C'est la seule exception, c'est l'article L224-59 du Code de la consommation. Si vous achetez un bien ou une prestation de service pendant une foire, là, le droit de la rétractation n'existe pas. Donc, il y a quand même une obligation de la part du professionnel d'indiquer que ce droit de rétractation n'existe pas, mais en termes de preuves, c'est assez compliqué à démontrer. Donc, faites attention en foire, la foire de Paris, par exemple. Il faut savoir qu'une fois que vous avez acheté, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. D'accord? Et les produits, attendez juste une seconde, les Oui. produits personnalisés, Alors, ça fait référence à quoi? imaginons, vous allez vous marier. Donc, vous commandez une robe de mariée par rapport à vos dimensions à vous. D'accord, Évidemment, il n'y a pas de rétractation possible puisque la robe a d'accord, été faite sur mesure d'accord, selon vos dimensions. Denrées périssables, ça va être par exemple des pommes. Vous achetez des pommes au supermarché, il n'est évidemment pas possible au bout de 14 jours de les reprendre. D'accord. Ensuite, en termes donc toujours dans le code de la consommation, donc c'est la garantie légale de conformité. Donc c'est l'article L217-1 du code de la consommation. En fait, c'est une garantie qui est applicable autant pour les biens neufs que les biens d'occasion, toujours vendu par un professionnel. J'attire votre attention entre un particulier et un particulier. Donc, Vinted, Le Bon Coin, etc. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Cette garantie, elle est beaucoup plus simple à appliquer que la garantie légale des vices cachés qu'on verra après, euh, que la majorité des gens connaissent. Là, la garantie légale de conformité, en fait, dès que le bien n'est pas conforme à l'usage à laquelle on l'attend, donc par exemple, une voiture doit rouler, un ordinateur, il doit s'allumer, etc. Dès que, il y a le moindre défaut, et qu'on ne peut pas utiliser le bien, on peut appliquer cette garantie légale de conformité. C'est 2 ans à partir du moment que vous avez acheté le bien et le vice est présumé la première année. D'accord? C'est-à-dire que la charge de la preuve est inversée. Là où normalement, donc selon l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur, donc au consommateur, là, c'est l'inverse. C'est à eux de démontrer que le vice n'est pas dû à un défaut ou à un problème de fabrication. Donc, dès que vous ramenez un bien dans le délai d'1 an, c'est présumé être, enfin de toute façon, ils vous le réparent quoi qu'il en soit. Et puis de 2 ans si vous pouvez prouver. D'accord? d'accord. Et donc ça permet deux choses. Ça permet plusieurs choses même. En fait, l'article, donc c'est l'article L217-1 du Code de la consommation. L'article L217-18 du Code de la consommation indique que au niveau de la sanction, vous avez pas le choix. C'est-à-dire que dans un premier temps, le professionnel doit vous réparer le bien. Si jamais il ne peut pas réparer le bien pour plein de raisons, la pièce n'existe plus, etc., il doit vous remplacer le bien. Si jamais le remplacement n'est pas possible parce que le modèle n'existe plus, ils ne le vendent plus,
là, ils peuvent vous proposer l'annulation de la vente. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est pas à votre discrétion. C'est pas vous qui choisissez dès que le véhicule ne fonctionne plus, je veux le remboursement, l'annulation de la vente. Malheureusement, non. Il doit tout faire pour le réparer. Si au bout de une ou deux fois la réparation, voilà, ça persiste, là vous pouvez demander le remplacement du bien. Et c'est si le remplacement du bien n'est pas possible que vous pouvez demander l'annulation de la vente. Et j'attire votre attention là-dessus parce qu'on ouvre beaucoup de dossiers avec des assurés qui veulent directement l'annulation de la vente et qui ne comprennent pas notre refus par rapport à ça, en expliquant que juridiquement on ne peut pas le réclamer. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est pas à la carte, mais bon, évidemment, la majorité du temps, les entreprises sont assez fair-play, et une fois que la garantie légale de conformité est enclenchée, bon, des fois ils sont assez ouverts et des fois ils proposent l'annulation de la vente pour faire un geste commercial. Très bien. J'attire votre attention. Vous pouvez poser des questions à Solène en direct dans la rubrique Q et R. Ça ne sert à rien de lever la main. On ne peut pas donner la parole aux participants parce que vous êtes près d'une centaine à assister au webinaire. Mais vous pouvez poser vos questions dans la rubrique Q et R. Alors, je crois que le son, Solène, est pas très bon du casque. On a une remarque Ah, là-dessus. d'accord. Euh, Est-ce que c'est un peu mieux là? Je peux j'ai- pas faire voilà, grand-chose, je suis désolée. voilà. J'espère. Il faut peut-être parler. Voilà. On va essayer de. Oui, je crois que c'est mieux comme ça que vous positionnez bien le micro. D'accord, très bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la rubrique Q et R. On fera des petites interruptions pour prendre vos questions au fur et à mesure. Je vous laisse continuer. Et donc, cette réparation ou ce remplacement doit avoir lieu dans le délai de 30 jours et sans frais à partir du moment où vous le réclamez. D'accord? Donc, ça doit normalement se passer assez vite. Alors, ensuite, on a la troisième garantie, enfin, le troisième droit du consommateur. Alors là, c'est la garantie légale des vices cachés. Donc, que la majorité des gens connaissent et réclament. Alors là, c'est le Code civil. C'est l'article 1641 et 1644 du Code civil. Là, cette garantie, elle est applicable à tous les contrats, de particulier à particulier. Donc, sur le Bon Coin, sur Vinted, etc., là, ça peut s'appliquer. Mais cette garantie, elle est beaucoup plus difficile à appliquer. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de juste démontrer donc un problème d'usage habituel de la chose, mais il faut montrer trois choses corrélatives. Donc déjà, que le vice est antérieur à la vente. Et celui-là, c'est le plus difficile. Il faut démontrer que le vice existait au jour de l'achat. Et donc ça, par exemple, sur des biens mécaniques, tout ce qui est véhicule, etc., par une expertise. Donc ça, on prend en charge hein, l'expertise amiable et contradictoire pour un véhicule qui ne roule plus, ça, il n'y a pas de difficulté. D'accord? Mais ça peut être un coût. Celui qui n'a pas de protection juridique, pour démontrer que le véhicule n'était pas roulant, en tout cas le vice existait au moment de l'achat, c'est très compliqué. Ensuite, deuxième, le vice ne doit pas être apparent. C'est-à-dire qu'au moment de l'achat, ça ne devait pas se voir. Évidemment, on ne demande pas à avoir des connaissances professionnelles. Et c'est pour ça que c'est du code civil. Mais il faut, par exemple, si vous achetez un véhicule, s'il manquait les deux pneus et qu'après vous venez réclamer, bah, il manque de pneus, vous le saviez, ça se voyait qu'il manquait de pneus. Vous voyez? Et le vice doit rendre impropre l'usage de la chose auquel on la destine. Donc, le véhicule ne roule plus, ou en tout cas il roule mal. Il n'a pas la puissance que vous aviez souhaité par rapport au nombre de choix. Et donc, démontrer que le vice est antérieur à la vente, ça c'est compliqué. Vous avez jusqu'à 2 ans après la découverte du défaut pour pouvoir faire jouer la garantie légale des vices cachés. Donc, cette garantie légale de vice caché, c'est celle qui est la plus connue, mais la plus difficile à mettre en jeu, Et en fait, hein. qui est la plus difficile. En fait, dès que vous êtes face à un professionnel, nous, dès qu'on a un dossier en droit de la consommation, on va directement aux garanties légales de conformité parce que c'est beaucoup plus C'est plus facile simple. à C'est le appliquer. premier, voilà. C'est le premier qu'on a Exactement. vu, hein. Les C'est garanties légales de conformité avec la garantie de 2 ans. C'est ce qui est le plus exactement. simple à mettre en jeu plutôt que le Plutôt vice que la caché. garantie légale des vices cachés, Voilà. parce que pour démontrer l'antériorité du vice, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. OK, très bien. Alors, il y a des clauses hein, qui existent pour enlever cette garantie légale des vices cachés qui est très connue. C'est en matière immobilière. Quand vous achetez un bien immobilier, souvent, elle est insérée. C'est une clause qui exclut de la possibilité d'appliquer la garantie légale des vices cachés. Bon, sachez que si le vendeur avait connaissance du vice et que c'est pour ça qu'il l'a inséré, là, c'est de la mauvaise foi. Donc, on peut quand même la faire sauter, cette clause. Mais voilà, il y a quand même des petites exceptions. C'est pour ça que c'est très important de lire vos contrats toujours quand vous les signez, parce que c'est pas une règle d'ordre public. Vous pouvez insérer des clauses d'exclusion. D'accord? Je vous dis les biens immobiliers parce que c'est ce qu'on a le plus souvent. En général, on n'en voit pas dans d'autres contrats. D'accord? Alors,
en termes de sanctions, vous avez deux possibilités pour la garantie légale des vices cachés. Parce que je reprends l'exemple du véhicule. Si le véhicule est non roulant, souvent, on va avoir ce qu'on appelle une action rédhibitoire, c'est-à-dire retourner la chose et avoir le remboursement du véhicule. Mais si, imaginons, le véhicule, il roule, mais il roule pas à la puissance que vous attendiez. Parce que, en fait, finalement, c'était un mensonge sur le nombre de chevaux du véhicule, etc. Mais que vous souhaitez conserver le véhicule, on va appliquer ce qu'on appelle une action estimatoire. Donc, conserver la chose, mais diminuer le prix par rapport donc à la valeur que vous avez perdue. Alors, l'action estimatoire, attention parce qu'en fait, elle est assez difficile à mettre en place dans le sens où il faut pouvoir chiffrer votre indemnisation et des fois, c'est pas si évident. Donc, dans le cadre d'un véhicule, en général, nous, on mandate une expertise. Donc, il y a une sorte de, l'expert peut à peu près chiffrer et c'est des choses qui sont rigoureuses et on a une démonstration écrite. Donc, ça pose pas de problème. Mais pour d'autres, par exemple, sur un Thermomix qui fonctionnerait pas correctement, bon, souvent, c'est assez compliqué. Donc, on réclame l'annulation de la vente. D'accord? Et donc voilà. Alors, maintenant, on va passer à la preuve d'achat. Donc, il y a quand même un article en droit qui est un des plus importants, c'est en termes de preuve. C'est l'article 1353 du Code civil qui indique que la charge de la preuve incombe au demandeur. Donc, c'est-à-dire que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation de le prouver. Donc, c'est au consommateur de démontrer normalement le préjudice qu'il subit, le vice. D'accord? Sauf, attention, c'est ce que je vous disais, la première année de la garantie légale de conformité. D'accord? Et donc, en termes de preuves, des fois, c'est pas si simple. Surtout, c'est ce que je vous disais d'un particulier à un particulier, tout ce qui est Vinted, Le Bon Coin, etc. Si l'annonce a été supprimée, que vous avez payé en cash, ça peut être compliqué si vous n'avez pas de facture, pas de contrat, etc. Évidemment, la preuve la plus importante, c'est tout ce qui est contrat. Ensuite, il y a tout ce qui est facture. Et après, il y a des débuts de preuve, ce qu'on appelle des commencements de preuves par écrit, donc des preuves qui ne se suffisent pas à elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'accumulation de plusieurs choses qui font qu'il n'y a pas de doute. Exemple, un ticket de caisse. Si le ticket de caisse plus une preuve de virement, pourquoi pas? Un courrier électronique, donc un mail que vous avez reçu du Bon Coin indiquant le prix de vente plus un virement. Donc les deux ensemble, ça peut permettre d'avoir une preuve entière, mais vous voyez, sans contrat, sans facture, ça peut être compliqué. En tout cas, la partie adverse peut nous opposer que non, la vente n'a pas eu lieu jusqu'au bout, parce que vous pouvez recevoir des mails avec des propositions, mais rien ne prouve que la vente a été jusqu'au bout. D'accord? Donc, il faut bien tout conserver si on veut contester par la suite, hein. Tout à fait. Et c'est l'accumulation de preuves, évidemment, qui permet de Très démontrer bien. au maximum son préjudice. Parce que des fois, ce qui est difficile, c'est pas tant le préjudice, c'est de démontrer juste l'existence de cette vente, surtout de particulier à particulier. Et c'est vraiment la majorité de notre question en renseignement juridique, hein. C'est ça, hein, c'est Mhm. de la consommation de particulier à particulier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous conseiller et vous indiquer qu'est-ce qui peut faire preuve de Oui. preuve. Alors, à cet égard, on a beaucoup de questions très, très précises, hein, Mathilde. On peut peut-être Hmm. redonner parce qu'on ne peut pas répondre, en fait, on ne va pas pouvoir prendre des questions Oui, trop précises. Est-ce qu'il y en a une ou deux, peut-être, Mathilde, qui seraient intéressantes, mais qui sont un peu générales? Parce que sinon, vous pouvez contacter directement le numéro de Oui, téléphone oui, qu'on oui, a tout à donné. fait, pour faire du cas par cas, oui, oui. On peut oui, pas faire de cas par cas aujourd'hui, mais on Hmm. redonnera le numéro de téléphone à la fin du webinaire. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, peut-être, Mathilde? oui. Alors, par exemple, oui, Patrick, il a acheté un bien, effectivement, depuis fin juillet. Il a fait une relance par mail. Il demande Hmm. comment se faire rembourser. Voilà, quelles sont ensuite les prochaines étapes Hmm. parce qu'il l'a pas reçu. Alors, de toute façon, je vais le répéter à la fin parce que c'est une procédure qui doit Mhm. être connue de tous, mais c'est ce qu'on appelle des process internes. Ça marche pour tout ce qui est banque, assurance, les gros groupes, etc. Leroy Merlin, Conforama et tout ça, c'est toujours les mêmes process. C'est très bien. Vous avez envoyé un mail dans un premier temps, et lorsque vous n'avez pas de réponse, souvent parce que les services clients sont très longs, la deuxième étape, c'est d'envoyer un courrier de mise en demeure. Et donc D'accord, ça, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone parce que, par exemple, on peut vous donner les articles insérés dans ce courrier. D'accord? d'accord, très bien. Donc, par exemple, les articles 641. Donc là, c'était les articles généraux, mais évidemment, il y a les articles suivants qui disposent toujours de cette garantie, mais qui va dans le détail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter Oui. pour qu'on Et puis vous si, indique quel article insérer. voilà, et Et si donc, la lettre est mieux rédigée, voilà, ça donne plus de poids au courrier, évidemment. oui, oui, S'il y a oui, des tout à fait. Il citations suffit de juridiques, s'il y a un quelques cadre, phrases un peu voilà. percutantes. Oui, oui. D'accord, Et très puis, bien. une fois que ce courrier recommandé a été envoyé,
et que vous n'avez toujours pas de réponse, alors j'attire votre attention sur le courrier. Il doit être recommandé parce qu'au niveau de la preuve, pour savoir qu'ils ont bien reçu, mais qu'ils ont décidé, ils ont souhaité ne pas répondre, il n'y a que le courrier recommandé qui peut le faire. Sinon, ils peuvent toujours D'accord. nous opposer Mhm. le fait qu'ils n'ont pas reçu le courrier. Ça, malheureusement, c'est à nous de le démontrer. Très bien. Donc, et ensuite, si jamais, malgré ce courrier recommandé, ça n'a toujours pas fonctionné, ou ça a fonctionné, mais la réponse est négative, il faut que vous passiez par le médiateur. Donc ça, c'est une procédure qui est assez peu connue. Souvent, donc les sociétés ne s'en vendent pas. En fait, ça marche très très bien en pratique. Pourquoi? Parce que ça leur coûte, pour vous, c'est gratuit cette procédure, mais pour eux, c'est coûteux. C'est environ 1 500 € la saisine. Donc, il y a des médiateurs pour tout, hein. Normalement, c'est écrit sur leur page. Vous pouvez le voir. Par exemple, si vous allez sur le site Conforama, il y a un onglet donc réclamation et dedans, il va y avoir donc l'adresse postale pour envoyer le courrier de mise en demeure et juste en dessous, saisissez le médiateur. Et ça marche très bien en pratique. Les délais peuvent être un peu longs, mais en tout cas, quand il y a quand même des grosses sommes en jeu, ça vaut le coup de tenter. Et souvent, ça marche bien, quand même. Mais je Oui, reviendrai là-dessus, je oui, vous voilà. répéterai la Je vous laisse, procédure. voilà. Alors, comment agir en cas de litige? Donc là, j'ai fait un petit topo des délais. Donc, n'oubliez pas, rétractation, c'est 14 jours, mais la majorité du temps, c'est 30 jours. D'accord? Je pense que vous avez le souvenir, souvent en magasin, on vous dit que vous avez 30 jours pour retourner l'article, etc. Mais attention, c'est pas automatique parce que légalement, c'est 14. Donc, c'est juste les conditions générales des enseignes qui rallongent à 30 jours, mais c'est pas un automatisme, hein. Donc, faites attention. Ensuite, garantie légale de conformité, c'est 2 ans. Et le vice caché, c'est 2 ans après la découverte du vice. D'accord? Donc, ça peut être très D'accord, long, cette garantie légale des d'accord, vices très bien, cachés. c'est clair. Alors, quel type d'arnaque et comment agir? Alors, j'attire votre attention sur le fait que je ne vais pas aller en détail sur la technicité des arnaques, d'accord? Mais plutôt sur comment faire Oui, pour le recours qui est possible, d'accord? Donc, il y a plein de types d'arnaques. Euh, donc, ce qui est connu depuis longtemps, c'est tout ce qui est arnaque aux achats en ligne, donc les faux sites, fausses promotions, les paiements par virement sans livraison, les contrefaçons. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, d'accord? D'accord. Bon, sachez qu'il y a quelques petits tips quand même à savoir pour éviter de se faire avoir. C'est si jamais les prix sont dérisoires par rapport à normalement la marque et surtout l'URL. Regardez bien les URL quand même des sites. Ça peut vous permettre de vous donner un indice. Alors, vous avez dû voir en ce moment se développer ce qu'on appelle les arnaques bancaires. Donc, il y a le SMS de phishing, donc le smishing. Donc, je pense qu'on a tous reçu déjà au moins plusieurs fois des SMS qui nous indiquent qu'il y a un livreur alors qu'en fait, il n'y a pas de livreur. Après, ils nous envoient un lien pour aller récupérer un colis. Ça, surtout, faites attention. Parce qu'une fois que vous avez inséré votre code, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et on a en ce moment donc les appels téléphoniques frauduleux. Donc, c'est le fait que quelqu'un vous contacte pour se faire passer par votre conseiller bancaire et qui vous demande de taper votre code personnel. Donc ça, c'est quand même les deux arnaques qui reviennent le plus souvent. Nous, on a énormément d'appels de personnes qui se font avoir comme ça et de tout âge, vraiment de tout âge, de toute profession. de tout montant, hein, Et c'est ce que vous disiez aussi, hein. oui, Voilà. ah oui, oui, complètement. Et ça, c'est vraiment en vogue en ce moment. Surtout, sachez qu'un conseiller bancaire ne vous contactera jamais par téléphone et vous demandera votre code secret. Jamais, jamais. Donc, s'il vous demande votre code secret, si n'importe qui vous demande votre code secret, vous ne le donnez jamais. D'accord? Ça, c'est hyper important. Je reviendrai là-dessus, mais il y a un article du code monétaire et financier. Donc, ça, c'est l'article du code pour régir les relations que vous avez avec votre banquier, qui indique que vous avez l'obligation, vous, en tant que consommateur de cette prestation de service, de garder confidentiel votre code secret. C'est une obligation légale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le divulguez, vous le tapez par rapport à un lien ou par rapport à quelqu'un que vous avez au téléphone, il n'y a pas de retour en arrière. Vous n'aurez jamais de remboursement de la part de la banque. Jamais. En fait, c'est votre seule obligation. Non, mais c'est la principale obligation que vous avez, vous, en tant que consommateur de prestations de services de la banque, c'est de garder ça confidentiel. Sinon, c'est l'article donc L133-19 du Code monétaire et financier. C'est considéré comme une négligence grave qui oblige le banquier de ne pas vous rembourser. Donc, en clair, si je Donc, donne mon code, le banquier ne peut plus rembourser. voilà. Et ça, je le répète parce que c'est vraiment pratiquement on a énormément de dossiers là-dessus.
Et la majorité du temps, non, c'est systématique. Dès que on a un refus de la part de la banque, c'est parce que notre assuré, malheureusement, il a communiqué son code confidentiel. Alors, on a l'impression que le mot communiquer son code confidentiel, c'est de l'avoir donné à son voisin ou à son fils. Non, non, Mhm. c'est juste que vous avez eu un appel, un conseiller bancaire ou un SMS d'un livreur ou n'importe quel lien, on vous demande de taper le code et après, c'est fini. Voilà. En fait, tant que ça vient pas de votre banque, tant que c'est pas sur votre appli bancaire, ne tapez rien. Il faut D'accord. jamais que vous tapiez. Voilà. Et en Bon, fait, ils utilisent voilà, la panique, ils créent un moment voilà, de panique, de exactement. stress, et du coup, on est amené à communiquer le code, et voilà. Et c'est vraiment, vraiment Exactement. Parce que ce qu'il souvent, ne en faut fait, ce pas qui se faire. passe, c'est qu'ils se font passer pour un conseiller bancaire. Donc, et ils vous indiquent que vous êtes victime d'une arnaque, alors que c'est eux l'arnaque. Et donc, ça vous crée une situation de stress où vous dites, mince, il faut que j'agisse vite. Et comme vous devez agir vite puisque vous êtes sous le stress, vous tapez votre code confidentiel. Et après, il vous débite des sommes et vous l'avez même pas vu. Ouais. Parce qu'en général, ça se passe en plus quelques jours après. Donc, c'est-à-dire que vous le voyez pas sur l'instant T. Pourquoi il le faut quelques jours après? Alors, c'est très simple. Alors, lorsque vous avez un doute, surtout, contactez immédiatement votre banque. D'accord? Et tout de suite, vous leur demandez, est-ce que c'est vous qui m'avez contacté, etc. D'accord? La première chose, c'est demander opposition. D'accord. Voilà, si ça n'a pas encore été débité, demandez opposition. C'est la première chose à faire. En général, vous vous en rendez compte après. Et il y a ce qu'on appelle la procédure de chargeback, donc aussi appelée rétrofacturation. En fait, la différence entre l'opposition et la chargeback, c'est que donc l'opposition, le paiement n'a pas encore été fait, donc vous n'avez pas encore été débité, alors que chargeback, ça a déjà été débité. C'est pour ça qu'on dit rétrofacturation. Et en fait, cette procédure, elle est peu connue de la part de nos assurés, on s'en est rendu compte. Et en fait, c'est une procédure qui est liée à votre carte bancaire. Et en fait, c'est des garanties que votre banquier a souscrit pour vous sur votre carte bancaire. En fonction des cartes, donc il y a Vasiva, Mastercard, etc., il y a certaines conditions, mais dès que vous contactez votre banque, parce que c'est lui qui fait le lien, c'est lui qui fait cette procédure pour vous, il y a cette possibilité d'obtenir le remboursement. D'accord? Donc Donc, les par cas, exemple, je fais un achat, disons que je fais un achat en ligne, je m'aperçois après avoir fait l'achat et après avoir débité qu'en fait le site était bidon et que je ne recevrai jamais le colis, il faut oui, tout de suite que j'appelle la banque pour demander, alors non pas une opposition parce que du coup c'est trop parce que tard, c'est fait, tout à mais fait, une rétrofacturation pour demander le remboursement. C'est bien ça? exactement. Et en fait, cette procédure de chargeback, elle peut être faite dès que vous avez eu un double prélèvement, un produit non conforme, un achat en ligne qui n'a jamais été reçu, ou une transaction frauduleuse non autorisée, c'est-à-dire que vous voyez un virement et je sais pas moi, des États-Unis alors que vous n'avez jamais été aux États-Unis. Mhm. Voilà, c'est assez facile à démontrer. Vous n'avez pas été aux États-Unis. Et donc là, il y a le remboursement total. Donc Et ça, là, il n'y c'est a une pas. procédure qui marche et sur laquelle vous pouvez C'est une procédure qui conseiller. marche. D'accord. Et en plus, il y a un délai environ de 30 jours pour agir. Alors, je vous dis 30 jours parce que ça peut aller jusqu'à 120 jours en fonction des prestations, des prestataires. Mais entre Visa, Mastercard, normalement, c'est entre 90 et 120 jours. Mais légalement, ça doit être 30 jours. Donc, je vous dis 30 jours pour que vous voyez large, mais des fois, ça peut être un D'accord. peu plus long. D'accord? N'hésitez pas à appeler votre banquier pour savoir le délai, hein. Et donc, elle Donc marche ça très, très permet bien. de, voilà, ça peut permettre de réparer les dégâts en quelque sorte, hein, Oui, d'appeler tout de oui, suite et de demander ce principe. OK. tout à fait. Donc ensuite, on a la possibilité de porter plainte sur la plateforme Thésée. Alors ça, c'est nouveau. Ça, c'est D'accord. nouveau. Alors ça se fait très bien. Vous tapez Thésée sur le site du gouvernement, du site du service public. En fait, c'est un site qui a été mis en place en ligne pour porter plainte spécifiquement sur les arnaques en ligne. Ça permet d'aller plus vite, faire une plainte assez rapide. C'est-à-dire qu'il y a 4 questions qui vous posent. Donc, va y avoir votre IBAN, la facture, le site. Et c'est pour qu'une plainte aille le plus rapidement possible. Et plus il y a de signalements plus il y a de plaintes sur un site et plus ils font le nécessaire. Donc ça vaut la Donc peine voilà. de porter, de remplir. Oui, Ça vaut tout vraiment à la fait. peine. OK. OK, très bien. Exactement. Alors ensuite, donc, lorsque vous êtes victime d'une arnaque, donc c'est l'article L 133-48 du Code monétaire et financier, le prestataire, donc la banque, vous rembourse la totalité du montant dès que c'est un virement qui n'a pas été autorisé. D'accord? Sachez que
vous avez un délai de 13 mois pour pouvoir agir. Donc, ça laisse un laps de temps très long. D'accord, quand même. La banque va vérifier deux choses. Elle va vérifier si c'est pas un problème technique. Donc ça, c'est Mhm. pareil. C'est l'article L 133-24 du Code monétaire et financier. Donc, elle va vérifier qu'il n'y a pas eu un problème technique et surtout, et c'est là la deuxième condition, elle va vérifier que vous n'avez pas communiqué votre code secret. Si D'accord, ces deux choses ont été vérifiées et qu'elles n'existent pas, vous avez automatiquement le remboursement dans le délai de 30 jours suivant votre demande. d'accord, Donc, n'hésitez pas. Sachez aussi que la charge de la preuve, elle est inversée dans cette situation. C'est-à-dire que c'est pas à vous de démontrer que vous n'avez pas communiqué votre code secret, c'est à eux de démontrer que vous avez communiqué votre code secret. d'accord, d'accord. D'accord? Donc, la charge de la preuve, elle est inversée. Donc, attention. Donc, lorsque le remboursement, oui, voilà. Donc, voilà, vraiment, j'insiste là-dessus, ne communiquez pas votre code secret, que vous ayez quelqu'un au téléphone ou un lien par SMS, ne le faites pas. Sinon, vous ne pourrez pas être remboursé. Donc, vous confirmez qu'on peut réclamer un chargeback plusieurs jours après une arnaque, hein? Tout à Oui, fait. c'est jusqu'à oui, oui, tout à fait. C'est jusqu'à 30 jours, moi. D'accord, Mais ça peut très se faire bien, jusqu'à 120 en fonction des cartes, hein. d'accord. Tout à fait. Et Donc, si le chargeback est refusé par la banque, c'est normal? Ça peut être, la raison peut alors, être qu'on a communiqué son code, c'est ça? oui, tout à fait. Ça, c'est une D'accord. possibilité. Le chargeback peut être refusé si on a communiqué son code. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime? Donc, au niveau des recours internes, c'est ce que je vous disais donc, tout à l'heure, c'est dans un premier temps, vous faites une réclamation auprès de votre banque. Ça peut être un mail, un appel, etc. Si jamais ils vous répondent pas ou que la réponse est négative, vous pouvez faire une lettre recommandée avec accusé de réception. Et si vous n'avez pas de réponse dans le délai de 2 mois ou une réponse négative, vous pouvez saisir le médiateur. Le médiateur, encore une fois, est coûteux pour eux, mais pour vous, c'est gratuit. C'est-à-dire Donc, qu'en fait, quand on fait un achat frauduleux, on a plus de chances d'être remboursé en fait par la banque que si on n'arrive pas à joindre celui auprès de qui on a acheté, il vaut mieux en se fait, retourner auprès de sa banque, hein, en fait, c'est ça. exactement. En fait, c'est pour ça que je développe que les recours avec la banque, parce que sachez que de toute façon, au niveau des arnaques, il y a une difficulté sur laquelle on se heurte très rapidement, c'est qu'on ne retrouve jamais l'identité de la personne qui vous a arnaqué. D'accord? Donc, les recours en termes de pénal, donc auprès de l'auteur, ça n'aboutit jamais. Il faut toujours s'orienter vers la banque. C'est la seule possibilité D'accord, que vous avez pratiquement. d'accord. Je pense que ça répond à pas mal de questions. Alors, Oui, le et rôle de on la avait protection. aussi, Oui, pardon, je vous coupe, beaucoup non, de allez-y. questions, beaucoup de témoignages sur des personnes qui ont fait des commandes sur des sites. En fait, c'était des faux sites qui On- n'existent plus aujourd'hui. Et Oui, donc, il faut se alors, retourner auprès de leur banque, en fait, c'est ça, hein, exactement. Et vous pour, avez un délai de 13 mois, donc c'est long. Mhm. Donc, d'accord, 13 mois, contactez votre banque. Euh, c'est- Elle vous remboursera automatiquement à partir du moment où elle voit qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas eu de problème, de difficultés techniques, ni que vous avez communiqué votre code confidentiel. D'accord? À d'accord. Que partir du moment où simplement, vous n'avez pas reçu la voilà. livraison de votre bien, vous pouvez vous faire rembourser, hein, tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Et si donc, on redonnera tout à l'heure, on Hmm. va réexpliquer comment est-ce que vous fonctionnez, mais donc pour se faire conseiller sur comment formuler le courrier, le mail, etc., vous pouvez appeler donc le renseignement juridique, on redonnera le numéro tout à l'heure. Tout à Donc, fait. alors, du coup, donc, si moi je suis donc adhérent à l'association et que je bénéficie du soutien juridique, alors qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour m'aider parce qu'il y a beaucoup de cas, là, on a vraiment beaucoup, Mathilde, hein, de témoignages Oui. Oui. Alors en de fait, donc questions et la de première gens qui chose, sont en oui. difficulté. Je vous écoute. Alors la première chose, nous, comment on peut intervenir? Donc déjà, on fait du renseignement juridique en illimité du lundi au samedi de 9h à 20h. Donc c'est-à-dire que dès que vous avez un doute sur la moindre question juridique ou vous êtes victime d'une arnaque, vous nous contactez par téléphone. D'accord? Et nous, déjà, on peut vous orienter. Donc, on essaye dans un premier temps de vous faire du renseignement juridique. Ensuite, on peut vous aider à rédiger aussi oralement le courrier. C'est-à-dire qu'on vous indique les articles, on vous indique qu'il faut indiquer un délai pour répondre, etc. Une fois que vous n'avez pas eu de réponse, vous avez la possibilité de nous ouvrir un dossier pour qu'on puisse réaliser les démarches amiables à votre place. Saisir le médiateur bancaire et ensuite aller plus loin, aller potentiellement au contentieux. Donc ça, tout ça, c'est pour qu'on puisse vous accompagner. Mais j'attire votre attention sur le fait que on ne peut vous accompagner que dans le cadre de votre garantie consommation, parce qu'en fait, la garantie consommation, c'est le fait que vous soyez client chez votre banque. D'accord? Donc là, on peut vous accompagner. Par contre, nous, on ne pourra jamais vous accompagner
pour les litiges que vous avez contre l'auteur de la fraude. Donc, si vous portez D'accord. plainte au pénal, parce que vous êtes victime d'une arnaque, parce que l'arnaque est une infraction du code pénal, là, on ne peut pas vous accompagner. Parce que dans le cadre de votre contrat de protection juridique avec l'Association des assurés April, vous n'avez que lorsque vous êtes victime d'un tiers pour une agression, d'accord? D'accord. Donc, c'est pas de la consommation. Je sais que c'est un petit peu spécifique, mais nous, on intervient sur le droit de la consommation parce que vous êtes consommateur de votre banque. Mais lorsque vous portez plainte au pénal, c'est une infraction pénale et la garantie pénale ne s'applique que lorsque vous êtes D'accord. victime d'une agression physique par un tiers identifié. D'accord? Donc, c'est aussi pour D'accord. ça qu'on s'oriente que vers la banque. Et c'est aussi, de toute façon, sachez que ça n'aboutit pratiquement jamais de faire une procédure au pénal. Donc, vous avez tout à gagner à aller engager cette procédure plutôt auprès de votre banque. D'accord, très bien. Euh, alors, On va peut-être j'ai pris remettre le le numéro de témoignage. téléphone. Oui, puis remettre le numéro de téléphone peut-être pendant que vous donnez le témoignage. Je crois que c'est sur la dernière slide. On a bien laissé Alors, voilà, voilà, comme oui, ça, voilà. on peut voir donc là, alors il n'y a pas que Solène hein, qui travaille sur la plateforme. Non, non, Donc, non. vous Alors, êtes j'ai pris, euh, j'ai pris un exemple que je voulais vous super. lire d'un de mes dossiers. Là, il y a tout. Il y a tous les exemples en un dedans. Alors, il y a une nouvelle mode hein, en ce moment, c'est les faux sites de cartes SNCF, de cartes avantage SNCF. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des mails où ils vous indiquent qu'au lieu de 50 euros, la carte en ce moment, elle est à 5 euros. C'est une arnaque qui est présente partout. Donc, je vous lis le témoignage hein, de cette dame qui a mon âge hein, d'ailleurs. Hein. Donc, pour vous indiquer que ça arrive vraiment à tous les âges, toutes les professions et à tout moment. Donc, le 17 septembre 2025, j'ai effectué l'achat de carte avantage jeune SNCF sur un site frauduleux particulièrement bien conçu reproduisant à l'identique le site officiel de la SNCF. Le lendemain, j'ai été contactée par une personne se présentant comme un conseiller bourse aux banques, disposant d'informations personnelles précises me concernant. Donc, vous voyez, c'est réaliste, quoi. Et moi, je l'ai vu, le site le faux site carte SNCF Avantage, il est très bien fait. Hein. C'est-à-dire que si on regarde pas l'URL, on se fait avoir. Hein. L'URL étant l'adresse du site, hein, dans la Oui, oui, barre oui, c'est ce que vous avez dans la barre en haut. dans la barre en haut. Et donc, elle indique, sous couvert d'une prétendue vérification de sécurité, et m'indiquant que le site était faux et qu'il fallait faire très vite et sécuriser mon compte, c'est-à-dire qu'elle a été sur un faux site que le faux conseiller lui a créé par téléphone pour aller l'appeler pour lui dire c'est un faux site. Vous voyez un petit peu comment c'est. Le site était faux et qu'il fallait faire très vite et sécuriser mon compte. Cette personne m'a amené à effectuer certaines manipulations sur mon espace client. Donc, elle a mis son code. C'est-à-dire que là, c'est elle de son plein gré, mais avec la pression donc du faux conseiller par téléphone, qu'elle a fait son code. À la suite de ces manipulations, un virement d'un montant de 1824 euros a été réalisé. Donc, elle a perdu 1824 euros. Donc, évidemment, on tente un recours, mais en fait, le recours, malheureusement, comme elle a communiqué son code confidentiel, elle l'a fait de son plein gré. C'est-à-dire que c'est elle qui l'a inséré toute seule. Réponse de la banque, le refus. Donc, ils indiquent par ailleurs au moment de l'autorisation de l'opération une notification explicite mentionnant le nom du commerçant. Parce que quand vous faites le code, en fait, vous avez le nom qui est indiqué. Et elle aurait dû se rendre compte qu'il n'y avait pas le nom, il n'y avait pas SNCF. Mhm. Le montant et la date de la transaction ainsi que l'option d'autoriser ou refuser la transaction vous a été affiché. Et donc, la banque arrive à démontrer que non, non, elle avait connaissance de toutes les informations, juste dans la précipitation. Mais c'est très bien fait. Hein. Donc, Voilà. Donc, mais en tout donc cas, dans ces voilà, je vous cas-là, donne un exemple. voilà, dans ces cas-là, c'est compliqué pour faire un recours, mais comme vous l'avez expliqué, il y a de nombreux cas où on peut faire un recours auprès de sa Oui. banque si l'on n'a pas communiqué Si son vous ne code. l'avez pas communiqué, Voilà, ça aboutit à chaque fois. Hein. Vraiment, il n'y a pas de voilà, ça difficulté. c'est Mais plutôt encourageant. oui, Mathilde, est-ce que vous avez des questions? Alors, donc pour poser vos questions, il faut remplir la petite rubrique Q&R en bas de votre écran. Parce que lever la main, on ne peut pas donner la parole en fait aux participants. Vous êtes plus d'une centaine là, et on ne pourrait pas donner la parole à chacun. Donc, il faut poser vos questions dans la petite rubrique. Alors, dites-nous, Mathilde, un petit peu les questions. Alors, pour les questions précises, je vous conseille vraiment de contacter le soutien juridique au numéro oui, 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 qui allez-y, s'affiche. n'hésitez pas. Et sinon, pour des questions un petit peu plus générales, peut-être?
Oui, alors par rapport au dernier exemple, Solène, que vous avez donné, on a Nicole qui nous demande ce qu'il faut vérifier exactement en fait dans le lien URL, par exemple quand on est sur un site internet pour vérifier que ce soit bien le site officiel. Bah, en fait, il faut pas qu'il y ait de coquilles dedans. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de fautes d'orthographe. Il faut pas qu'il y ait des numéros en plus. Imaginons www, alors je sais plus comment c'est la SNCF, mais ça doit être sncfconnect.com. Si par Mhm. exemple entre SNCF et Connect, il y a un 0, un 2, voilà, ça sent pas bon. C'est mais Donc, pas de faute comment d'orthographe, pas de numéro, pas de S au pluriel, pas d'adresse trop longue, etc. C'est une adresse simple avec un point .fr à la fin ou point .gouv et exactement. Après, il y a une technique qui est imparable, c'est avoir l'application sur son téléphone. Parce qu'en fait, vous tombez pas sur de faux sites sur l'application. et L'application, oui. vous la téléchargez et vous n'êtes que sur le site officiel. Mais voilà, après, moi, je comprends les gros achats quand on veut partir en voyage à Marseille avec un billet de train qui a 180 euros, on préfère le faire sur un ordinateur avec tête reposée. Mm, mm. Je Est-ce qu'il y a comprends. d'autres questions? Alors, on avait une question intéressante de Denis qui nous disait aussi si le site sur lequel on a fait l'achat est domicilié à l'étranger, est-ce que c'est les mêmes droits qui s'appliquent? Oui, 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 tout à fait. En fait, en droit de la consommation, le droit qui s'applique, c'est là où est domicilié le consommateur, donc vous. Donc, peu importe que vous soyez, que vous achetiez donc en Chine, au Japon, etc., c'est le droit français qui s'applique à partir du moment où vous, vous êtes domicilié en France et vous avez conclu votre contrat en France. Ça, il n'y a pas de difficulté. Mais par exemple, pour un achat comme ça sur un site en Chine, il vaut mieux se reporter vers sa banque, en fait, pour essayer de Oui, toujours. retrouver Oui, le complètement. montant débité plutôt que ça va être compliqué de faire une action contre un commerçant en Chine. Oui, souvent on se heurte à plusieurs choses parce que déjà, potentiellement, quand on veut faire un courrier recommandé à une société qui est basée par exemple en Chine, alors des fois ils n'ont pas d'adresse postale précise pour qu'on puisse envoyer de recommandé. Alors c'est rare, mais ça arrive, hein. D'accord. Euh, Il y avait quoi comme société? Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Booking, c'est pareil. Booking, ils n'ont pas d'adresse postale, c'est-à-dire qu'ils indiquent qu'ils ont bien un siège social, donc je sais plus si c'est aux Pays-Bas ou en Angleterre. Et en fait, finalement, on peut rien envoyer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de boîte aux lettres, on peut envoyer des courriers recommandés. Donc ça peut poser problème. Ensuite, deuxièmement, il faut pouvoir, ils peuvent nous opposer le fait qu'ils comprennent pas notre courrier. Donc on a beau l'écrire en anglais, ils peuvent nous dire non, non, je suis désolée, on comprend pas. C'est-à-dire qu'ils ont un service client mais qui parlent que chinois ou que mandarin, etc. Ça, c'est une possibilité. Et puis, ça peut être très long. C'est-à-dire vous envoyez un courrier Mm, recommandé à l'autre bout de la planète. mm. Dernière, peut-être une dernière. Alors, on est allé vite, hein, forcément. C'est vrai Oui, que oui, oui. c'était un peu dense en termes juridiques, mais on va vous envoyer à tous le replay et la présentation. Vous aurez le temps de bien relire et de reprendre les slides. Et n'hésitez pas à appeler donc le numéro de soutien juridique pour pouvoir être bien conseillé. Mathilde, peut-être on prend une dernière question. Alors, je Oui, suis désolée, on n'a pas pu répondre au cas particulier, mais voilà, c'était pas l'objet du séminaire. Mais peut-être une dernière question un peu générale. oui, parce que donc il y a eu beaucoup de témoignages, mais effectivement, j'ai vu passer plusieurs questions à ce sujet. Quand on a parlé, Solène, qu'il fallait pas communiquer son code, Mhm. on demande si c'est le code de la carte bancaire ou si c'est le code pour valider l'opération depuis l'application. Alors en fait, justement, c'est tous ces codes-là. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'authentification forte. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, mais vous avez vu avant, il fallait seulement insérer donc le long numéro de carte bancaire et le numéro à 3 chiffres derrière la carte bancaire. Oui. Au fil des années, maintenant, on a le numéro pour rentrer dans l'application, le code confidentiel. Maintenant, il y a aussi ce qu'on nous envoie par SMS, c'est-à-dire qu'on fait un achat en ligne et on reçoit, il faut insérer un code Mhm. sur notre application. Et en fait, toutes ces choses-là, en aucun cas, il faut les communiquer. Votre application bancaire, le code que vous recevez par SMS et votre code confidentiel qui se cache derrière votre carte bancaire. Donc, c'est Donc, tous ces aucun de ces codes-là. codes-là ne doit être communiqué, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils D'accord. appellent ça l'authentification forte. En fait, ça a été créé alors, pour nous protéger d'une part, mais pour se dédouaner des banques. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tout ça, eux, ils indiquent, ah, mais nous, on a fait tout notre possible pour que vous ne fassiez pas arnaquer. Donc, c'est-à-dire D'accord. qu'avant, c'était quand même un peu plus facile aussi de démontrer que la banque avait fait une faute.
Parce qu'il Mhm. n'y avait que elle qui vérifiait derrière, alors que maintenant, Mhm. c'est nous qui faisons cette vérification. Ok. Donc c'est vrai que voilà, c'est compliqué, mais ça vaut la peine de se renseigner, de vérifier vos droits auprès de la plateforme pour être sûr de faire la réclamation correctement et auprès des bonnes instances. J'espère qu'on a pu voilà répondre à quelques questions et quelques cas particuliers à travers la présentation. Merci beaucoup Solène pour la présentation et puis donc les adhérents vont vous retrouver rapidement sur la plateforme. Si vous souhaitez redécouvrir le conseil, notre soutien juridique plus en détail, vous pouvez aller sur notre site internet, Association des assurés April, à la rubrique Vous soutenir. Et à la rubrique Vous informer, vous aurez un replay des autres conférences juridiques qu'on l'on a tenues précédemment. Et vous allez recevoir dans quelques jours par mail le replay de la conférence et la présentation. Je vous remercie pour votre attention et votre participation très active. Vous étiez plus d'une centaine aujourd'hui, avec beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je vous invite vraiment à contacter le service, la plateforme de soutien juridique. Merci beaucoup à tous et puis j'espère bons achats de fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au Merci. revoir, Au merci revoir. mesdames. Merci à vous, au revoir.